Bonjour et bienvenue sur Multimodal, la chaîne de tous les moyens de transport. Dans le premier épisode, je vous parlais d'un camion que même le néophyte pouvait reconnaître. Il s'agissait du Renault Magnum. Eh bien, ce mois-ci, c'est dans les airs que nous partons, avec un avion qui justement est reconnaissable par ce même néophyte, par sa bosse caractéristique. Il s'agit bien sûr du Boeing 747. Première partie. Ce récit est issu de la page très documentée de Wikipédia, ainsi que par les bases photos et vidéos de ces passionnés qui se nomment spotters, qui nous font vivre leur passion par procuration et dont vous retrouverez les sources en générique, et sur la page Facebook de la chaîne que vous trouverez sur la couverture de celle-ci. Le Boeing 747 est un avion de ligne à réaction américain à fuselage large, souvent désigné par son surnom Jumbo Jet. Sa bosse caractéristique à l'avant du fuselage fait du 747 un appareil particulièrement reconnaissable. Le 747 était également le premier avion de ligne à fuselage large produit. Construit aux États-Unis par le groupe Boeing Commercial Airplanes, la version initiale du 747 a une capacité 2,5 fois supérieure à celle du Boeing 707. Retour sur son histoire. Avant de lancer un avion de cette taille, il fallait un écrin pour le construire. En effet, Boeing ne possédait pas de chaîne d'assemblage suffisamment grande pour pouvoir accueillir la fabrication d'un aussi grand avion. Lors du lancement du projet 747, il fallut construire donc une nouvelle usine. La société décida de bâtir cette usine à environ 55 km au nord de la ville de Seattle, dans la localité d'Everett, dans l'État de Washington. En juin 1966, la société y acheta un terrain de plus de 300 hectares. Le 747 a été conçu pour répondre à l'accroissement du transport aérien dans les années 1960, à la suite du succès des Boeing 707 et McDonnell Douglas DC-8, qui étaient les précurseurs des voyages à grande distance par avion à réaction. Le président de l'époque de son plus fidèle client, la compagnie aérienne Pan Am, mit la pression pour que Boeing lance un avion avec une capacité 2 fois supérieure au Boeing 707 existant. En 1965, Joe Sutter quitta l'équipe de développement du Boeing 737 pour superviser les études du modèle 747. L'avancée technique principale permettant la création d'un tel avion était la technologie des turboréacteurs à double flux. Cela permettait de réduire fortement la consommation spécifique et le bruit par rapport aux réacteurs déjà existants. Pratt & Whitney travaillait sur ce principe et fin 1966, Boeing, Pan Am et PW se mirent d'accord pour que le motoriste développe le moteur JT9D. À cette époque où le carburant ne coûtait pas cher et où le progrès technologique paraissait sans limite, les spécialistes croyaient que les vols à grande distance seraient effectués tôt ou tard par des avions supersoniques. Ce qui fait que Boeing réalisa son avion de façon qu'il puisse être employé également pour le transport de marchandises. Par exemple, le cockpit fut ainsi positionné sur un pont supérieur raccourci, ce qui permettait de placer une porte de chargement sur le nez de l'avion. C'est ce qui donne au Boeing 747 cette forme si particulière à l'avant. Mais finalement, les supersoniques comme le Concorde ou le Boeing 2707 qui n'a jamais été mis en circulation ne furent pas utilisés à grande échelle. Ces avions bruyants au décollage et à l'atterrissage étaient aussi très gourmands en carburant à une époque où celui-ci sera devenu beaucoup plus coûteux à cause de la première crise pétrolière en 1973. Pour apaiser les craintes concernant la sécurité et la fiabilité du transport d'un aussi grand nombre de passagers, le 747 fut conçu avec des systèmes redondants. 4 circuits hydrauliques pour les commandes de vol, ainsi que des sécurités contre les incendies. Il y avait 4 trains d'atterrissage munis de 16 roues pour répartir la masse de l'avion sur le sol. Un système de volée à triple fente permettait de minimiser la vitesse d'atterrissage et d'utiliser les pistes d'aéroport standard. Le premier vol se déroula le 9 février 1969 après plusieurs mois de préparation. Les pilotes d'essai se nommaient Jack Waddell, Brian Wingle, désolé pour la prononciation, et Jesse Walick.
Le vol se passa sans problème en montrant notamment que l'avion n'était pas sensible au phénomène du roulis hollandais, caractéristique qui touchait certains avions à aile en flèche comme le Boeing 707. D'autres essais en vol firent cependant apparaître divers problèmes. Les ailes souffraient d'oscillations parasites sous certaines conditions. Ce problème fut résolu en diminuant la rigidité de certaines parties des ailes et en ajoutant un contrepoids en uranium appauvri dans les supports extérieurs des moteurs des premiers 747. Cette solution causa beaucoup de craintes lorsque plusieurs écrasements de 747 survinrent plus tard. Le troisième appareil d'essai fut fortement endommagé en essayant d'atterrir sur la piste de l'usine de Boeing située à Renton dans l'État de Washington. Le pilote avait sous-estimé la longueur d'atterrissage nécessaire, ce qui amena des avaries au train d'atterrissage. Cet avion a depuis été reconstruit et livré à Paname le 13 juillet 1970. Malgré tout, le 747 reçut de la FAA son certificat d'aptitude au vol en décembre 1969, ce qui lui ouvrit l'accès à la commercialisation. Il restera seul sur le segment des gros porteurs pendant plus de 35 années jusqu'à l'arrivée de l'A380. Le 747-100 entra en service en janvier 1970 pour son premier client, la Pan American World Airways, Panam. Une évolution de la masse de l'avion, de la poussée des moteurs et de son rayon d'action permit la construction des 747-100B. Cette évolution intervint alors que le 747-200 était déjà en production. De ce fait, seuls 9 exemplaires du 747-100B furent construits. Autre variante du 747-100, le 747-100SR pour Short Range, est optimisé pour les vols très courts d'une capacité de 550 voyageurs. Il est utilisé sur les vols intérieurs au Japon. Pendant que vous profitez de cet archive Air France de la livraison du premier B747-100, je vais continuer à vous parler de lui. Les avions de la série 100 de base peuvent parcourir un peu plus de 9000 km avec un chargement complet. Le dernier avion livré dans cette version le fut pour la compagnie aérienne Japan Airlines en septembre 1986. Le 747-100 passagers peut être distingué des autres versions par son pont supérieur ne comportant parfois que 3 hublots, système de cache amovible, la rangée classique de hublots se rencontrant ici. Certains 747-100 ont connu une seconde vie après une modification en SF Special Freighter, jamais déclinée par Boeing. Toute la cabine est aménagée pour le transport de fret et une porte latérale cargo est installée côté gauche, entre les portes passagers 4 et 5. Ce type d'avion ne possède donc pas de porte-données. Boeing 747-200. Introduit en 1972, le 747-200 a des turboréacteurs d'une poussée supérieure et sa masse structurale est plus importante que celle du 747-100. Ces réservoirs lui permettent l'emport d'une quantité de carburant supérieure, augmentant ainsi son rayon d'action. Il se distingue par son pont supérieur à 8 hublots. Certaines compagnies ont acheté la modification SUD, Stretched Upper Deck, pont supérieur allongé lui donnant l'apparence d'un 747-300. Les modèles de la série 200 classique, construits au début des années 1990, peuvent parcourir environ 12 700 km à pleine charge. Version améliorée du 747-200 standard, le 747-200B dispose d'un plus grand chargement de kérosène et de moteurs plus puissants. Qantas en a pris livraison dès 1971. Son autonomie est de 10 700 km. A noter que Boeing proposa d'allonger le pont supérieur du 747-200, avion qui fut baptisé 747-200 SUD, comme je le disais tout à l'heure, Stretched Upper Deck. La compagnie française UTA en fit transformer deux, le F-BTDG et le F-BTDH,
Il avait donc un pont supérieur de 300 avec un escalier droit et un pont principal de 200 non modifié. Le Boeing 747-200C, pour combi, pouvait soit transporter des passagers, soit transporter des marchandises. Grâce à des sièges amovibles, il était possible de le transformer assez facilement d'un avion pour passagers à un avion pour cargo. Le 747-200F, pour freighter, ne transporte que du fret. Le chargement se fait soit par l'avant, après relevage du nez, soit par la porte latérale cargo située côté gauche entre les portes passagers 4 et 5. Le 747-200M pouvait transporter aussi bien des passagers que des marchandises. Contrairement au 747-200C dont je vous parlais tout à l'heure, qui transportait soit des marchandises ou soit des passagers, le 747-200M pouvait transporter les deux en même temps, tout en étant limité à environ 200 passagers. Le Boeing 747 SP. Le premier 747 SP pour Special Performance, performance spéciale en français, a été livré le 3 mai 1976 pour la compagnie aérienne Pan American World Airways, PANAM. Il a été conçu pour concurrencer les DC-10 et les Lockheed TriStar. Le 747 était trop gros pour beaucoup de liaisons aériennes et Boeing n'avait pas besoin d'avions de taille moyenne pour concurrencer les DC-10 et TriStar. Étant donné les énormes sommes investies dans le développement du 737 et du 747 vers la fin des années 60, Boeing n'avait pas les moyens de développer un tout nouvel avion. Le 747 a donc été raccourci, le fuselage est plus court de 15,35 mètres par rapport à un 747-100, et optimisé pour augmenter sa vitesse et son rayon d'action au détriment du nombre de places. La capacité du 747 SP est de 220 passagers, dans une configuration à 3 classes, mais peut parcourir plus de 12 000 km à une vitesse maximale de 1130 km/h. Une nette amélioration par rapport au précédent 747. Le premier 747 SP de South African Airways livré s'est posé sur l'aéroport de Cap en provenance de Seattle après un vol de 15 557 km sans escale. Les passionnés et connaisseurs d'aviation civile l'ont surnommé le Petit 74 ou le bébé Jumbo, parce que son fuselage est raccourci et parce qu'il a un aspect tronqué. Le 747 a perdu le dernier des 7, ce qui donne 74. Certains ont même détourné l'acronyme SP en Short Plane, avion court. Le 747 SP était l'avion de ligne au rayon d'action le plus élevé jusqu'à l'arrivée de l'Airbus A340 et s'était fait une place dans les flottes des compagnies aériennes American Airlines, Pan Am et Qantas qui avaient besoin de sa grande autonomie pour les liaisons Transpacifique Sud. South African Airways a profité de son grand rayon d'action pour outrepasser les interdictions d'atterrissage des nations africaines lorsque l'apartheid était en place en Afrique du Sud. American Airlines l'utilisa plus tard pour desservir Tokyo. Malgré tous ces succès techniques, les ventes du SP n'ont jamais été à la hauteur des espérances de Boeing. En France, seule la compagnie aérienne Corsair l'a utilisé. Cet appareil est d'ailleurs stocké depuis 2002 sur l'aéroport de Châteauroux, où il sert d'entraînement pour les pompiers et le GIGN. A noter toutefois que la compagnie privée UTA loua un 747 SP en 89 à Luxair pour desservir l'Afrique. Seulement 44 avions ont été construits, mais certains sont encore en service chez Iran Air, qui est la dernière à l'exploiter en 2011, ainsi que comme avion gouvernemental de pays du Moyen-Orient comme l'Arabie Saoudite 2 avions, Bahreïn, Oman, Qatar, Irak et Yémen. Pour le transport de personnalités comme Ballet San José, Star 777, Global Peace Ambassador, Las Vegas Sand 2 avions, Saudi Arabian Airlines. Enfin, la NASA utilise un appareil pour SOFIA, un télescope embarqué utilisable grâce à une porte coulissante installée le long du fuselage. La dernière livraison totale eut lieu donc en 1989. Ci-dessus les caractéristiques du 747 SP.
Boeing 747-300. Swissair fut la compagnie de lancement du 747-300. La première utilisation du terme 747-300 concernait une version de projet triréacteur du 747 SP censé concurrencer les McDonnell Douglas DC-10 et Lockheed L-1011 TriStar. La demande anticipée étant faible, l'idée fut par la suite abandonnée. Le nom 747-300 fut réutilisé pour une nouvelle version du 747 qui apparut en 1980 et qui fut la première avant le 747-400 et le 747-8 à intégrer un pont supérieur rallongé. Ce pont supérieur est alors accessible par un escalier droit, auparavant en spirale dans les versions précédentes. Le restylage extérieur de l'appareil, tout en permettant une plus large capacité de transport, offre une meilleure aérodynamique, donnant la possibilité au 747 de voler alors à Mach 0,85, tandis que son rayon d'action maximal est de 9800 km. Les déclinaisons combi 747-300M et moyen courrier 747-300SR fut construite principalement pour le marché japonais. Les 747-300 tendent en 2011 à disparaître des flottes des plus grandes compagnies mondiales au profit d'avions plus économes en carburant, comme notamment le 747-400 dont on parlera plus tard, et le Boeing 777. Par exemple, Air France a remplacé en 2006 ses 747-300 par des 777-300ER sur ses vols vers les Antilles françaises. Le dernier 747-300 a été livré en 1990 à la compagnie aérienne belge Sabena, disparue depuis. Je vous laisse sur les caractéristiques du 747-300. Boeing 747-400. Le Boeing 747-400 est un développement majeur et le modèle le mieux vendu de la famille d'avions de ligne à réaction Boeing 747. Tout en conservant la disposition quadrimoteur et le fuselage large de ses prédécesseurs, le 747-400 intègre de nombreux changements technologiques et structurels destinés à produire une cellule plus performante. Sa caractéristique la plus distinctive par rapport aux autres 747 sont les winglets de 1,8 m, c'est-à-dire 6 pieds, montés sur les extensions de saumon d'aile de 1,8 m, et 6 pieds également donc, qui se trouvent sur tous les Boeing 747-400 à l'exception des versions destinées au marché interne japonais. Le 747-400 est équipé d'un cockpit à 2 membres d'équipage avec une planche de bord tout écran, ce qui supprime le besoin d'officiers mécaniciens navigants. Il intègre aussi des moteurs plus économiques, un réservoir de carburant dans l'empennage horizontal et des carénages revus au niveau de la jonction entre la voilure et le fuselage. L'avion reçoit également un intérieur entièrement nouveau avec des divertissements en vol pour les passagers, tout comme pour le 747-300, les versions passagers ont le pont supérieur allongé par rapport aux anciens modèles. Il peut emporter 660 passagers pour la version 747-400D et effectuer un vol sans escale de plus de 14 200 km à charge maximale selon les versions. Le 9 février 1989, Northwest Airlines est la première compagnie à mettre le 747-400 en service commercial. Le dernier modèle 400 est livré en décembre 2009. En juillet 2016, 394 747-400 sillonnent toujours notre ciel. Le modèle passager constitue l'essentiel des ventes de 747-400. 442 sont sortis des chaînes de Boeing. En 1989, un 747-400 de la Qantas effectue un vol sans escale entre Londres et Sydney, soit une distance de 18 000 et 1 km. Et oui, 1 km c'est important. En 20 heures et 9 minutes, ce qui est le record du monde de distance d'un avion commercial. Il a été depuis dépassé par 2 fois par le Boeing 777-200ER et le 777-800.
787-200LR. Cette performance a eu lieu au cours d'un vol de livraison sans passagers ni fret. Le 27 juin 1988, au cours des essais, le premier 747-400 construit bat le record du monde du plus lourd avion de ligne à décoller, le vol étant destiné à simuler les décrochages à lourde charge. Au moment du décollage, l'avion pèse 404 810 kg, soit presque 405 tonnes, et afin de satisfaire aux règles de la Fédération aéronautique internationale, il monte à une hauteur de 2000 mètres, soit 6562 pieds. Je vous laisse sur les caractéristiques générales du 747-400. Boeing 747-400F. Le 747-400F Freighter est une version du 747-400 entièrement destinée au transport de fret. Tandis qu'il utilise les systèmes améliorés et le modèle de voilure des versions passagers, il est équipé du pont supérieur initial court des premiers 747. Le modèle effectue son premier vol le 4 mai 1993 et entre en service avec Cargolux le 17 novembre. Le 747-400F dispose d'une porte cargo sur le nez et un système mécanisé de manipulation du fret. La porte de nez s'ouvre vers le haut afin que les palettes ou conteneurs de plus de 12 mètres de long puissent être chargés vers des tapis roulants motorisés. Une porte latérale optionnelle de pont principal, comme sur le 747-400M dont on parlera plus tard, permet le chargement de modules cargo de plus grande dimension. Une porte latérale sur le pont inférieur permet le chargement de dispositifs de charge unitaire Unit Load Device ULD de plus de 1,63 m de haut. 126 avions sont construits. Le dernier 747-400F est livré à Nippon Cargo Airlines le 2 août 2008. Boeing 747-400M. Le 747-400M est une version passager cargo ou combi qui vole pour la première fois le 30 juin 1989 et entre en service avec KLM le 12 septembre. Basé sur les versions combi à succès des précédents 747, le 747-400M dispose d'une grande porte située à l'arrière du fuselage pour le chargement de fret sur le pont principal. Une cloison fermée sépare l'espace cargo de la cabine passager située à l'avant. Le 747-400M est également équipé d'un dispositif additionnel de protection contre l'incendie, un plancher de pont principal renforcé, un système transrouleur et un équipement de conversion passager à cargo. Le dernier 747-400M est livré à KLM le 10 avril 2002. Le Boeing 747-400D pour domestique. Le 747-400D pour domestique intérieur est un modèle à haute densité de sièges développé pour les vols intérieurs court courrier japonais. Cette version peut emporter un maximum de 568 passagers en configuration à 2 classes ou 660 passagers en classe unique. Le 747-400D ne reçoit pas les extensions de saumon d'aile ni les winglets des autres versions. Les winglets ne fournissent qu'un avantage très limité sur les vols court courrier, alors qu'ils augmentent la masse et le coût. Le modèle 400D peut être converti pour les vols long courrier en cas de besoin. Il se distingue du 747-300 de même configuration par les hublots additionnels sur le pont supérieur. Ceci permet l'ajout de sièges à l'arrière du pont supérieur où se situe normalement le galet sur les vols plus longs. Au total, 19 appareils de ce type seront construits, le dernier exemplaire étant livré à All Nippon Airways le 11 décembre 1995 et qui apparaît sur cette illustration vidéo. Le Boeing 747-400ER. Le 747-400ER pour Extended Range ou autonomie accrue en bon français est lancé le 28 novembre 2000 à la suite d'une commande de 6 appareils par Qantas. C'est finalement la seule commande pour la version passager. Le 400ER peut voler 805 km de plus et emporter 6800 kg de fret supplémentaire par rapport au -400 normal. Qantas reçoit le premier 747-400ER le 31 octobre 2002.
Le modèle peut recevoir en option un ou deux réservoirs additionnels d'une capacité de 12 265 litres, situés dans le ventre de l'appareil, dans la soute cargo avant. Construit par Marshall Aerospace, ces réservoirs sont constitués de métal sur métal avec structure en nid d'abeille pour atteindre un rapport volume à sec par rapport au poids de carburant élevé. Je pense que ça doit être un membre de cette entreprise qui a écrit ce commentaire. Une technologie similaire est utilisée par Marshall dans le développement des réservoirs de ventre des B777-200LR et P-8A Poséidon. Le Boeing 747-400 ERF. Le 747-400 ERF, Extended Range Freighter, version cargo du 747-400 ER, est lancé le 30 avril 2001. Le 747-400 ERF est similaire au 747-400F, mais sa masse maximale est accrue, ce qui lui permet de transporter plus de fret. Contrairement au 747-400F, le modèle n'est pas équipé de réservoir de carburant dans le compartiment cargo. Le 747-400 ERF a une masse maximale au décollage de 412 769 kg et une capacité d'emport de 112 760 kg de fret. Il permet soit d'emporter 9 980 kg de charge supplémentaire par rapport au 747-400 cargo, soit de voler 972 km de plus. Ah, il faut faire le choix. Le 747-400 ERF a une autonomie de 9200 km à charge maximale. Il dispose de fuselage, train d'atterrissage et section d'aile renforcée, ainsi que de pneus plus grands. En 2009, Boeing avait livré 40 modèles 400 ERF sans commande en suspens. B747-400 BCF et BDSF. Le 747-400 BCF pour Boeing Converted Freighter, initialement connu comme le 747-400 SF, Special Freighter, est un programme de conversion des 747-400 passagers en avion cargo. Le projet est lancé en 2004 et les modifications sont réalisées par des entrepreneurs agréés comme Taeco, CAL Aerospace et SEI Engineering. Le premier Boeing 747-400 BCF est livré de nouveau à Cathay Pacific Cargo et entre en service le 19 décembre 2005. Ce type de procédure de conversion est réalisé à l'aéroport international de Xiamen-Gaoki, désolé pour la prononciation, en Chine. Le 747-400 BDSF, BDEC Special Freighter, est une autre version cargo issue d'une conversion par Israel Aerospace Industries, IAI. Le premier 747-400 BDSF est livré à Air China Cargo, que l'on voit en illustration sur cette vidéo. Plusieurs Boeing 747-45EM DEVA Air sont convertis en modèle BDSF après leur retrait du service passager au moment de la livraison de Boeing 777-35E et ER. Ce type de conversion est réalisé à l'aéroport international de Tel Aviv, David Ben Gourion en Israël. Les 747-400 BCF et les 747-400 BDSF ne disposent pas de porte cargo dans le nez. Le fret est donc chargé via une porte cargo latérale. B747-400 LCF. Le Boeing 747 Large Cargo Fighter LCF, également surnommé Dreamlifter, est un Boeing 747-400 dont 4 exemplaires ont été modifiés et utilisés pour le transport de pièces d'avion entre les différents fournisseurs de Boeing. Il est similaire en cela à l'Airbus A300-600 ST dit Beluga. Le 13 octobre 2003, Boeing annonce qu'au vu de la durée des livraisons par bateau,
Le transport aérien sera la méthode principale de transport des éléments du 787 désigné par le code 7E7. 3 747-400 pour passagers doivent être agrandis pour pouvoir embarquer des assemblages à destination d'Everett depuis les fournisseurs japonais et italiens. La conversion en LCF mise au point par les bureaux d'études moscovites de Boeing en partenariat avec Gamesa Aeronautica en Espagne est effectuée à Taïwan dans les ateliers d'Evergreen Aviation Technologique. Boeing a déjà acquis 6 747-400 de seconde main, le premier chez Air China que l'on voit en photo, les deux suivants chez China Airlines et un autre chez Malaysia Airlines. Le secret, c'est qu'il est plus économique pour Boeing d'acheter des avions et de les convertir plutôt que de les fabriquer entièrement. En effet, après avoir modifié un avion existant, les tests à passer pour obtenir les certifications nécessaires, notamment la FAA, sont moins contraignants. L'apparence étrange du Dreamlifter a engendré des comparaisons avec la Wienermobile et le Hugh H4 Hercule à cause de ses formes disgracieuses et du fait que pour des raisons de test, il est longtemps resté sans peinture. Le président de Boeing a présenté sous forme de plaisanterie ses excuses à Joe Sutter, le père du 747. Pardon pour ce que nous avons fait à votre avion. Avec le B747 LCF, les délais de livraison pour les ailes de 787 construites au Japon sont réduites de 45 jours en bateau à 8 heures. C'est Evergreen International Airlines qui assure l'organisation de la flotte des LCF. 747-400F YAL-1. On termine cette vidéo par deux versions du 747-400 exotiques, à commencer par le YAL-1, transporteur du Airborne laser aéroporté, basé sur un 747-400F destiné à l'United States Air Force. L'appareil est lourdement modifié afin d'emporter la tourelle montée sur le nez et l'équipement du laser chimique en oxygène iodé, Chemical Oxygen Iodine Laser, ou COIL, afin d'abattre des missiles balistiques intercontinentaux. Depuis 2012, il est stocké au 309e AMARC à Davis Mountain Air Force Base en Arizona après l'arrêt du financement du programme. Le Boeing 747-400 Supertanker. Le troisième Boeing 747 d'occasion modifié comme bombardier d'eau est un 747-400 et il est depuis le plus grand au monde dans cette fonction. On va terminer la vidéo avec ce largage, cette douche occasionnée par ce 747-400 Supertanker. Mais la longue saga du 747 vous accompagnera tout ce mois, chaque vendredi. Donc là, nous sommes à la troisième vidéo. Il manque plus que le 747-8. Officiellement annoncé en 2005, le 747-8 est la cinquième et dernière version du Boeing 747 avec un fuselage allongé, une voilure redessinée et des performances supérieures à son prédécesseur. Le 747-8 est la plus grande version du 747, le plus grand avion commercial construit aux États-Unis et le plus long avion à passagers du monde. Le 747-8 est proposé en deux versions, le 747-8 Intercontinental pour les passagers et le 747-8 Freighter pour le fret. Le premier 747-8F réalise le premier vol du modèle le 8 février 2010 et le 747-8 Intercontinental le suit en mars 2011. La livraison du premier appareil cargo a lieu en octobre de cette même année et les livraisons de la version à passagers commencent en 2012. En février 2016, le 747-8 comptait 121 commandes fermes, soit 70 pour la version cargo et 51 pour la version à passagers. Le General Electric GNX est le seul moteur disponible pour 747-8. Transportant près de la moitié du fret aérien mondial, le 747 se révèle un avion cargo très populaire. Afin de maintenir sa position dominante, Boeing conçoit une version cargo du 747-8 nommée 747-8 Freighter. La société lance cette version le 14 novembre 2005. Avec une masse maximale au décollage de 442 tonnes, il a une capacité cargo de 140 tonnes et une distance franchissable de 8130 km.
La version passager nommée 747-8 Intercontinental ou 747-8i est officiellement lancée en novembre 2005 par Boeing. L'avion peut emporter 467 passagers dans une configuration typique de 3 classes sur un peu moins de 15 000 km à Mach 0,85. Le 747-8 peut emporter 51 passagers de plus et 2 palettes de fret avec 26% de volume de fret en plus que l'ancien 747-400. Après ces 4 parties, vous en savez maintenant un peu plus sur le Boeing 747 qui a fait voyager tant de personnes dans le monde. Donc je vous dis à bientôt sur Multimodal.